Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast de Biblio. On est accompagné de Marc-André Bercla. Aujourd'hui, on va parler du lien entre l'entrepreneuriat et la politique. Bonne écoute à tous. Salut comment tu vas? Ça va très bien et toi, Robin? Super, ça va très bien aussi. On est finalement de retour. On a eu Petite pause. Ouais, surtout toi, tu étais assez loin. Ouais, c'est vrai que je suis parti en vacances, ça m'a fait du bien aussi, ça faisait longtemps. Et on est aussi accompagné de quelqu'un qui revient d'un petit voyage. Marc-André Bercla, comment vas-tu? Oui, bonjour d'abord, salut. Ça va très bien, oui. J'ai un peu les bras ankylosés, mais ça va. Ça va venir. Les voyages forment la jeunesse. C'est joli ça, ouais. Donc on est très content de te recevoir, Marc-André. Ouais. On se connaît maintenant depuis quelques temps, on va dire. Ouais. Notre début de parcours avec Biblio, c'était aussi à tes côtés, on va dire. On a eu le premier mandat avec le Technopôle. À l'époque, tu étais aussi encore au Technopôle. Ouais, c'est juste. Et maintenant, que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? J'allais dire, je suis un retraité heureux. Non, je suis relativement occupé. Donc, j'ai terminé mon travail à la direction de l'EPFL ici en Valais la fin du mois de février. Et puis, je continue à être très actif au sein du conseil municipal de Sierre et à ce titre, je siège dans pas mal de conseils d'administration liés à l'énergie, ainsi qu'à quelques projets privés également. Et puis, le reste du temps, je marche, je fais de la moto, je vis, je profite un petit peu de la vie. Ah, merveilleux, c'est incroyable. Et tu as un parcours qui est assez grand, on va dire, et qui a débuté il y a de nombreuses années avec le Technopôle, etc. Est-ce que tu arriveras à nous raconter un peu ton parcours de vie, ton parcours entrepreneurial? Ouais, c'est jamais modeste de parler de soi-même, mais je vais quand même essayer de le faire rapidement. Donc, j'ai fait des études en sciences économiques à HEC Lausanne. Ouais. Mention en gestion d'entreprise, c'est important parce que c'est pas de la théorie, c'était un peu de la pratique, ce qui m'a permis aussi de comprendre après ce qu'étaient les HES. Et puis, j'ai d'abord travaillé durant 7 ans avec mon père dans la construction métallique. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de prendre la direction de l'école d'informatique de Sierre. Donc ça a été un premier challenge très intéressant. Et à travers ce premier challenge, la cantonalisation de l'école, j'ai pu évoluer au sein des hautes écoles en Valais. J'ai été directeur adjoint puis directeur général de la Haute École valaisanne, qui est aujourd'hui HESS au Valais. Et puis à 48 ans, j'ai eu l'opportunité de postuler à la direction de la HESSO, donc pour l'ensemble de la Suisse occidentale. Et j'ai travaillé 10 ans. J'ai eu la chance d'être choisi. J'ai travaillé 10 ans à Delémont pour développer la HESSO. Donc, c'est une structure qui est partie de 4600 étudiants en 2003. Puis quand j'ai quitté, il y en avait 18 500. Donc, ça montre simplement l'évolution institutionnelle qu'il y a là derrière. Et puis, au bout de ces 10 ans, je pense que j'avais fait un peu le tour et j'apportais plus vraiment de nouveautés à l'institution. Donc, j'ai décidé de changer d'orientation et l'EPFL m'a proposé de prendre la direction du projet en Valais. Donc, j'ai la chance de partir depuis 2013 de zéro et de piloter l'implantation de l'EPFL en Valais. Donc, ça, c'est la partie professionnelle. Puis, comme je suis légèrement hyperactif, j'ai fait des choses effectivement à côté et toujours en lien avec des activités principales autour de l'enseignement, de la recherche et du développement technologique ou économique, particulièrement bien sûr le Technopôle de Sierre que nous avons développé avec Claude Michel et Laurent Salamin dès les années 1988. À l'époque, on parlait ni de start-up, ni de seed money, ni de business angel, etc., etc. Et voilà, c'est un projet que nous avons transmis l'année dernière aux collectivités publiques pour assurer la pérennité et le développement surtout. Quel parcours, c'est quand même un beau parcours. Avec plein de facettes, finalement. Ouais. Et puis, ça serait dur de résumer à 1 ou 2 apprentissages. C'est quoi les plus gros apprentissages que tu as eus tout au long de ce parcours professionnel? Bon, d'abord, on apprend à connaître les gens. Ça, c'est très important autour de la gestion de projet. Puisqu'en fait, finalement, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que j'ai pratiquement toujours travaillé dans des phases de démarrage, de lancement jusqu'à la stabilisation des projets. Après, ça m'intéressait un petit peu moins. Donc, les phases de routine, c'est moins intéressant. Donc, ça, c'est un petit peu l'esprit d'entreprise qui m'anime. Mais je pense que le fait de savoir gérer les gens, d'abord dans la construction, j'étais très jeune et je me suis trouvé confronté à quelques réalités intéressantes, mais ça m'a beaucoup appris.
Et puis ensuite, le fait de travailler à la HES, par exemple, avec 7 patrons, conseillers et conseillers d'État de cantons différents, là, j'ai appris à négocier, à monter des dossiers qui devaient absolument tenir la route et trouver des consensus. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a amené à revenir en politique et à retravailler au sein du conseil municipal de Sierre et de la ville, parce que c'est de la gestion de projet, c'est de la conviction, c'est de la diplomatie, puis c'est de la politique positive. La politique positive. Ça, c'est un mot que je n'ai jamais entendu. Ouais, je pense qu'à Sierre, on a un collège au conseil communal qui fait de la politique positive, parce qu'il y a la politique partisane qui souvent fait perdre beaucoup de temps. Et puis, il y a l'envie de développer des choses ensemble qui permet d'aller un peu plus vite au service du bien commun. Nous, ce qu'on se rend compte aussi, maintenant, on peut dire qu'on est aussi tous les deux des entrepreneurs, on a chacun nos entreprises, etc. On se rend compte, et on s'est rendu compte aussi pendant notre parcours à la Team Academy, qui s'est aussi trouvé à côté du Technopôle, juste en face au foyer de l'entrepreneuriat. Ouais. On s'est rendu compte très rapidement que la politique, elle avait un impact qui était très important sur l'entrepreneuriat. Toi, tu es dans les deux parties, même si tu as travaillé beaucoup dans des institutions, etc., tu avais quand même un rôle où tu devais lancer des choses, dynamiser le marché, etc. Quand on parle de lien entre la politique et l'entrepreneuriat, ça te fait penser à quoi ? C'est un élément essentiel. Ça veut dire que l'entreprise ne peut pas fonctionner si le cadre défini par les politiques n'est pas satisfaisant. Ça veut dire qu'il faut trouver des cadres normatifs qui permettent à l'entreprise de se développer, d'avoir un certain degré de liberté, mais qui soient cadrés de manière à éviter qu'on soit vraiment dans l'entreprise sauvage, quoi. Il faut avoir des limites. Et c'est vrai que la plupart des projets, mais même que ce soit l'école d'informatique, la Haute École Valaisanne ou d'autres, elles ont pu se développer parce qu'il a toujours fallu négocier des idées avec les politiciens en charge. Et le travail que j'ai eu la chance de faire pendant 10 ans ici avec les PFL a été grandement facilité par les bonnes relations qu'on a pu développer avec le Conseil d'État, particulièrement Christophe Darbelay qui est en charge sur les dernières années, où on peut trouver une forme de complicité ou de collaboration qui permet, à travers la confiance, de dire on va combiner l'idée de l'entreprise. C'est une entreprise, une école, c'est comme une autre entreprise. Et la volonté du politique de développer, par exemple, l'économie du pays. Donc le fait de pouvoir être un peu des deux côtés, ça permet de faciliter les échanges, en tout cas. Avec effectivement, parfois, des risques de conflit d'intérêts, il faut y veiller en permanence pour que le conflit d'intérêts ne porte pas préjudice au projet. Donc c'est pour ça que moi j'ai pratiquement toujours défendu des projets collectifs qui n'étaient pas ma pure propriété. Donc c'est plus simple à le faire parce qu'on ne s'enrichit pas soi-même. Autrement, c'est un peu délicat. Je pense que c'est en tout cas, si je parle de moi, c'est un grand challenge parce que je sais que aujourd'hui, j'ai mes entreprises, je suis plein dans l'économie et tout ça, mais la politique, à mon avis, j'ai pas trop d'intérêt, tu vois. Je sais pas si c'est pour la même chose pour toi, Cole, mais c'est assez difficile aujourd'hui, je pense, comme jeune entrepreneur, d'avoir ce lien que toi, tu as pu avoir dans la politique aussi, je pense. Ouais, je pense que la politique a beaucoup évolué aussi aux yeux des jeunes, on va dire. Je pense qu'on la trouve assez complexe. J'arrive pas à me dire si pendant mon éducation, que ce soit scolaire, en primaire, cycle, etc., si on a vraiment été très loin dans la politique suisse pour la comprendre. Et c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui sont très intéressées et d'autres qui se détachent complètement de la politique chez les jeunes. Mais on voit aujourd'hui, c'est plus une politique de cause. Par exemple, il y a la cause du climat, et c'est des politiques monothématiques. Or, la politique d'un pays, elle est très large. Et je vais donner des exemples par rapport au travail que j'ai eu à faire. Pour obtenir la participation à des projets européens, pour obtenir des budgets nationaux d'envergure, le budget de 4 ans de la HESSO, c'était plus de 2 milliards. Donc, il faut se rendre compte, 2 milliards et demi. Donc, pour obtenir ces budgets, il faut avoir des consensus et des appuis. Aujourd'hui, la position de la Suisse face à l'Union européenne provoque, disons, la sortie de la Suisse des programmes Horizon, donc des grands programmes de recherche. Puis tout le monde dit « Ah, mais pas de problème, on va trouver de l'argent en Suisse pour compenser. » Mais ce n'est pas du tout une affaire d'argent, c'est une affaire de collaboration et d'ouverture d'esprit avec des chercheurs étrangers. Donc,
si on a des politiciens qui finalement se referment sur eux-mêmes et ont une vision de la Suisse qui va empêcher la formation dans les hautes écoles, la recherche de pointe, on va le payer dans 10 à 15 ans de manière beaucoup plus coûteuse encore qu'aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de se passer. Non, clairement, je pense que c'est assez ça. Moi, j'ai l'intérêt dans tout ce qui est transition énergétique et développement durable, par exemple. C'est vrai que là, à ce moment-là, il y a des décisions que je suis beaucoup plus que d'autres dans le domaine de la politique. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, je pense que ça peut être... Ouais. En tout cas, je me sens aussi avec toi, quoi. C'est finalement les thématiques qui t'intéressent que tu vas te plonger dedans. Après, tu as des autres choses qui, tout à coup, ouais, ça t'intéresse pas du tout. Mais ouais, c'est ça que j'ai toujours un peu dans la tête aussi. Tu as aujourd'hui les différentes parties, quoi. Et puis, chaque partie a son avis, mais elle n'est pas du tout... je trouve elle n'est pas du tout ouverte à des autres avis, quoi. Elle a son direction, son truc, mais... Ouais, je pense que l'avenir, c'est beaucoup plus, comme toi t'as dit, c'est plus dans le monde ouverture peut-être. Peut-être moins dans les parties, mais c'est plutôt je m'intéresse à ça et si à ça. Et puis tu choisis par thématique où tu vas dedans, quoi. Et puis qu'est-ce qui t'intéresse et puis finalement où tu vas avoir ton impact, quoi. Une question que je me pose, on en a parlé un petit peu avant, c'est justement, toi on va dire, vu que tu défendais des causes plutôt que des projets ou des gains qui pouvaient être privés, dans la politique, est-ce qu'on retrouve encore des personnes, en tout cas en Suisse, des partis, etc., qui défendent plutôt des causes qui vont bénéficier à leurs fins privées ? Certainement. Il y a, d'une part, on a les lobbies constitués qui sont connus et qui avancent à visage découvert, donc qui défendent clairement leurs intérêts par rapport à un ensemble. C'est légitime, c'est le système national. Et puis, il y a d'autres personnes qui, effectivement, font orienter la politique nationale pour défendre leurs intérêts privés. Je ne les citerai pas ici, parce que je ne suis pas politique ici. Mais il suffit de lire assez attentivement les médias pour découvrir qui fait quoi. Ça, c'est assez dangereux pour le pays. La Suisse, c'est un pays qui a eu de la chance parce que, d'abord, on a beaucoup travaillé sur le consensus, c'est-à-dire trouver un accord. Contrairement à d'autres pays comme la France où c'est plutôt le désaccord, ou l'Italie encore plus, c'était un pays de consensus. Aujourd'hui, ce consensus, il est en train de s'effriter. On voit que les extrêmes deviennent de plus en plus forts sur l'échiquier politique. C'est là que ça va être délicat. Ouais, les extrêmes qui deviennent de plus en plus forts, c'est un peu une situation globale, on va dire, au monde actuel. Enfin, malheureusement, oui, il y a des retours à des idées qu'on a cru disparues. Ouais. Et est-ce que, d'un point de vue suisse, est-ce que ça aura un impact à tes yeux ? Peut-être parler un peu du futur de la Suisse. Tu as eu beaucoup d'impact, on va dire, sur les dernières années. En tout cas, moi, d'un point de vue valaisan, ça a été extrêmement fort. Avec le PFL en Valais, le Technopôle Acier, etc. Ça a eu un impact très fort sur l'économie, etc. À tes yeux, c'est quoi l'avenir un petit peu de la Suisse, les grands challenges que tu vois ? Ça, c'est une question qui est difficile. Je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre de manière exhaustive. Bien sûr qu'on est tous pris dans le challenge climatique. Qu'on le veuille ou non, il va y avoir un changement très important des modes de vie, du confort. On va devoir se réorganiser. Ça, c'est une chose qui est claire. Donc, en fait, la Suisse, elle est de plus en plus influencée par l'extérieur. Donc, on n'est plus assez fort pour garder notre île au milieu de l'Europe. Donc, on est de plus en plus influencé par l'extérieur. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable de maintenir le niveau de vie. Ça, c'est déjà un défi important. Maintenir le niveau de vie moyen de la Suisse. Et puis, résoudre déjà la problématique énergétique. Il faut retrouver, en développant mais massivement les énergies renouvelables dans ce pays, il faut retrouver l'autonomie énergétique. Ça, c'est la clé claire. Et puis pour le reste, je crois que c'est à vous, à vous deux et à d'autres de faire le travail maintenant. Je pense qu'il y a chaque 20 ans, il y a une nouvelle génération qui arrive. Cette génération, elle a ses idées, sa vision du futur. C'est plus mon futur, c'est le vôtre. Ouais. Et moi, je crois beaucoup à la capacité de résilience et aussi à la capacité de redéploiement de chaque génération. Donc ça devrait... Mais ce sera... C'est pas plus difficile que les jeunes qui se sont retrouvés en 1950 en Suisse, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr que c'est cyclique. Ça, c'est une chose qu'on peut remarquer, que toute génération a ses cycles, etc. Et que
on vit pas la même chose, mais on vit des circonstances qui peuvent être comparées, etc. assez facilement. Ouais, mais chaque époque, entre guillemets, a ses challenges, ses opportunités aussi, quoi. Ce qu'il faut, c'est toujours croire qu'on va trouver des solutions. Parce que c'est qu'à partir du moment où on se dit il n'y a plus de solution, on est perdu, plus rien ne marche, plus rien ne va marcher. C'est évident. Donc, heureusement qu'il va rester toujours suffisamment de gens optimistes et quand même qui croient en l'avenir. Oui, clairement. C'est aussi ce que je vois aussi dans la transition énergétique. Des fois, il y a des conférences, il y a des interventions qui sont très dramatiques. Mais on peut être clair aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'à part certains qui sont vraiment sincères, il y a une série d'interventions qui sont complètement orientées et intéressées. Si vous semez la panique pour dire vous ne pourrez plus vous chauffer cette année, il faut acheter des bougies, c'est pas très intéressant comme message aux citoyens. Par contre, ça peut être intéressant si on veut vendre du pétrole ou si on veut faire des choses comme ça. Donc aujourd'hui, derrière le discours, on voit même des conseillers fédéraux qui avancent des affirmations claires, puis ensuite rétropédalent à toute vitesse en disant « Oula, j'ai peut-être été un peu trop loin ». C'est pas en semant la panique qu'on va arranger les choses. Il faut travailler aux solutions. Il ne faut pas travailler à aggraver le problème. Ouais, ça devenait un peu de l'intérieur aussi, quoi. Et puis pas des influences extérieures, quoi. On trouve aussi... Alors après, je ne vais pas trop digresser, mais c'est vrai qu'avec l'amplificateur des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est intéressant parce que les spécialistes du Covid sont devenus des spécialistes de la guerre en Ukraine, puis aujourd'hui, ça devient des docteurs en énergie. D'accord, c'est les mêmes. Donc, ok, pourquoi pas. C'est humain. C'est la discussion de café du commerce, d'ailleurs, qui vise à se rassurer soi-même. Aujourd'hui, on l'a un petit peu amplifié. Et puis, il faut savoir faire la part des choses. Et puis, dire, non, stop, pas n'importe quoi. Je suis d'accord, c'est un sujet qu'on aborde assez souvent aussi, la transition énergétique, le développement durable. Un dernier épisode, c'est sur la supply chain et comment innover dans la supply chain pour être un peu plus responsable en tant qu'entreprise. Ouais, je pense que c'est aussi à nous beaucoup de réfléchir à ça, aux entreprises actuelles aussi. Et aujourd'hui, on a un moment clé qui est difficile, mais qui est intéressant dans le domaine énergétique. Ce n'est pas tout à fait le thème, mais tant les distributeurs que les producteurs, que les consommateurs peuvent être d'accord d'entamer une vraie transition énergétique parce que tout le monde va y gagner. On n'est plus en train de dire si je mets du solaire, je fais de la concurrence à l'hydraulique. Je pense qu'on a compris que l'hydraulique ne suffit pas. Il faut plus que cela. Donc ça permet déjà de décrisper un peu les choses. Et puis, je pense qu'il y a maintenant un travail, mais qui est entrepris, qui va être entrepris de plus en plus. En Valais, il y a encore de la place pour des panneaux photovoltaïques. Et si on faisait les choses correctement, on n'aurait pas trop de soucis. Avec le gros avantage que, contrairement aux barrages, aujourd'hui, les panneaux nous appartiennent. Parce qu'on a beaucoup de Valaisans qui disent « Ouais, mais c'est pas normal, on a nos barrages, on a notre propre énergie. » Sauf que nos barrages appartiennent essentiellement à la Suisse alémanique. C'est pas les Valaisans qui ont payé les barrages à l'époque, donc il faut qu'on soit conscient. Jusqu'au retour de concession, on peut pas faire comme on veut avec les barrages. Même après d'ailleurs. Ouais, c'était un des sujets qu'on avait eu dans un podcast, c'était dans l'innovation verte. On discutait de l'importance maintenant quand on innove, de vraiment prendre tous les partis, un parti politique, un parti de l'entreprise, un parti, je dis pas forcément un parti politique, mais on va dire une partie qui est citoyenne, une association citoyenne, des consommateurs qui soient présents et de la recherche ensemble. Et comme ça, on forme vraiment une hélice où il y a quasiment tous les représentants et travailler ensemble, ça permet d'arriver à des solutions qui sont plus avantageuses, plus facilement à mettre sur le marché, etc. parce que tout le monde a déjà un accord assez rapidement. Ouais, effectivement. L'innovation, c'est un autre très vaste débat, quoi. Mais de manière générale, on a beaucoup théorisé sur l'innovation. Et parfois, il faut faire attention, il faut sortir de la théorie. Et puis, mais bon, la Suisse est innovante par nature, mais elle est aussi conservatrice. C'est l'inertie du système qui est ainsi. Et souvent, il y a contradiction entre cette capacité à innover et cette peur de ce qui va changer, quoi. Ça me fait penser, je ne sais plus si tu te rappelles, ça fait vraiment longtemps ça, Robin, on avait fait un podcast sur les investissements en Suisse, et puis dans tous les journaux, etc., on ressort premier pays ou deuxième pays, des fois dans l'investissement, dans la recherche et dans l'innovation finalement. Et on voyait qu'il y avait une grande partie qui était justement dans la recherche, mais beaucoup moins dans les startups, etc.
c'était vraiment assez divisé. Par exemple, dans les startups, on était vraiment en retrait par rapport à d'autres pays, etc. Ce qui était assez intéressant. C'est vrai que le capital risque, en Suisse, le financement de la recherche et puis le financement de la première partie de ce qu'on appelle le scale-up, c'est-à-dire la première partie de la sortie du laboratoire, où c'est encore peu coûteux. Quoique, si on parle d'entreprises qui travaillent dans l'informatique ou dans la chimie, on n'est pas du tout dans les mêmes cas. Il y a la force d'investissement est tellement différente, le besoin d'investissement est tellement différent. Mais ce qu'on voit en Suisse, c'est que dès qu'on a amorcé la sortie du laboratoire, on entre dans la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et il y a un énorme travail qui est en cours maintenant avec le Swiss Innovation Park et qui va maintenant sérieusement démarrer en vallée aussi, notamment pour ces entreprises qui ont besoin de beaucoup d'investissements. On ne parle plus de dizaines ou de centaines de milliers de francs, mais on parle de millions. Et ça, on n'est pas très très bon en Suisse parce qu'on n'a pas suffisamment de capital disponible pour prendre du risque. Puis après, il y a la mentalité. Ça veut dire que l'entreprise, les jeunes entrepreneurs qui reçoivent de l'argent de ce type-là doivent comprendre que s'ils réussissent, ils vont devoir céder une grande partie de leur entreprise, puisqu'en fait, la notion même de capital risque, c'est je perds 9 mois, mais la 10e, je dois gagner. Donc, ça, c'est encore un autre élément qui peut être compliqué pour les jeunes qui montent des entreprises et qui veulent vraiment rester leur entreprise propriétaire. Bon, c'est presque souvent comme ça, c'est dans des startups et puis on a des capitaux d'extérieur qui rentrent. Ça, on a aussi parlé. Hein. Soit tu as une augmentation de ton business qui est assez stable longuement, ou soit tu fais le leverage justement avec des fonds d'investissement. Bon, on a parlé politique, transition énergétique et innovation. Puis ça dans 20 minutes. J'ai dit que c'était un peu hyperactif. Ouais. Peut-être si on revient sur la politique, peut-être on refait un pas en arrière. Je me posais la question maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais à une entreprise qui se lance? Qu'est-ce qu'il faut suivre dans la politique? C'est quoi les éléments clés à savoir, etc. Bon, déjà, l'entreprise, c'est toujours basé sur un réseau, mais qu'il soit économique ou politique. Donc, il faut essayer de développer des relations avec les structures politiques, au moins au niveau local, voire régional. Alors pour ça, il y a maintenant, par exemple, à Sierre, il y a le club PME-PMI qui fait le lien, etc., et qui s'assure de faire finalement passer le message entre le besoin qui n'est pas toujours remonté, puis qui a un besoin un peu plus collectif. Donc, avoir le réseau avec des politiques, au moins pour pouvoir dialoguer. Ça, c'est un élément central. Et puis ensuite, il faut être très attentif aux grands projets, aux grands dossiers qui sont aujourd'hui en discussion tant au niveau national qu'international et qui ont un impact direct sur le local. C'est clair que lorsqu'on va changer dans le domaine des charges sociales, par exemple, qui peuvent beaucoup impacter l'entreprise, les questions de relations internationales, la position du franc suisse, ça c'est évident, qui est lié aussi à des actions politiques. Mais l'entrepreneur, il ne peut pas faire ça tout seul. Donc il faut qu'il s'appuie sur des structures, des associations qui, elles, vont faire le tri et puis essayer de tenir à jour l'information. Mais il faut être curieux. Il ne faut pas se contenter, ce qui est déjà important et passionnant, mais on ne peut pas que se contenter de la gestion de son entreprise. Il faut vraiment regarder à l'extérieur et ça, c'est très important. Et une discussion qu'on avait juste avant, tu te parlais que dans tes institutions, tu étais un intrapreneur finalement où tu crées beaucoup. Est-ce que dans le domaine de la politique, quand tu es en tant que conseiller communal, est-ce qu'il y a aussi cette notion d'entreprendre, etc., ou c'est à un autre niveau? Une ville, c'est une ville qui arrive à 18 000 habitants. Une ville, c'est pas une entreprise. Puis un conseil communal, c'est pas un conseil d'administration ou un comité de direction, parce qu'en fait, la structure est toujours basée sur une répartition par dicaster. Donc, c'est des silos. Chaque conseiller doit d'abord faire en sorte que son dicaster fonctionne. Donc, un des défis principaux, c'est d'avoir une approche horizontale et puis d'interconnecter de temps en temps ces dicasters pour travailler plus ensemble. Donc, il y a une réflexion, et on essaye de mener une réflexion quand même par projet, avec des objectifs, mais pas tout à fait comme on pourrait le faire dans une entreprise. Par contre, on peut se comporter en tant qu'élu comme quelqu'un qui amène de l'esprit d'entreprise autour de la table du conseil, ça c'est clair. Après, c'est intéressant parce qu'un conseil, il n'est pas constitué volontairement, c'est le hasard des élections qui le constitue.
Et quand le hasard est bon, ben, il y a un mix de personnalités, d'attentes et d'attitudes complémentaires. Et c'est ça qui fait aussi la richesse, disons. C'est la chimie humaine ensuite qu'on peut avoir dans un conseil. Mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, on pourrait dire, bon, mais allez, vous prenez vos décisions, crac, crac, c'est facile, vous faites comme ci, comme ça. Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc beaucoup de transversalité, ça parle toujours d'horizontalité. Je pense que ça se voit aussi dans les entreprises, qu'il y a aussi une partie où on doit prendre en compte plusieurs parties, plusieurs facteurs. Ouais, le problème des silos, on le trouve partout. Ouais. Dès que l'entreprise grandit, on commence à la structurer. Quand on la structure, on met les responsables. Ensuite, les responsables doivent d'abord défendre leur propre sous-structure, si possible au profit de l'ensemble. Mais ce n'est pas toujours simple. Et puis ensuite, il y a des natures d'activités à l'intérieur de chacun des dicastères qui sont très différentes. Donc on peut imaginer que quand on s'occupe de toute la partie sociale, c'est difficile d'entrer. Oui, on pourrait rentrer dans la promotion économique parce qu'il y a un lien entre le développement économique et puis l'amélioration de la situation sociale, mais c'est des sujets et il y a un background qui est tellement différent que c'est pas simple de dire on va trouver un projet commun. Ok. Est-ce que tu as des questions encore, Robin? Moi, c'est tout bon. Ok, yes. Merci beaucoup, Marc-André. Mais merci à vous, c'était sympa. Merci, Super. Peut-être si tu as encore un conseil, une remarque pour les entrepreneurs de notre génération, on serait très heureux de l'entendre. Moi, je dis toujours ne jamais avoir peur. Prendre des risques. Oui, il faut prendre des risques parce que sans prise de risque, sortir de la zone, c'est bateau, je sais, mais sortir de la zone de confort, c'est vraiment nécessaire. Super. Merci beaucoup. Merci. Super. On peut se retrouver tous sur les réseaux sociaux et sur nos différentes plateformes de publication comme YouTube, Spotify, etc. On vous remercie encore pour votre écoute et encore merci beaucoup Marc-André Berclar pour ton intervention. Salut. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.